Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer donc, cette séance sur les amas et les groupes de galaxies, toujours dans le contexte de la formation hiérarchique des galaxies. Donc, le plan de l'exposé, ça va être d'abord, on va s'interroger à comment se forment ces amas. Alors, on va d'abord définir ce que c'est l'amas, les groupes. Et en fait, les grandes structures se forment après les galaxies. Donc, on sait aujourd'hui que les amas se forment après Z égale 2, le redshift de Z égale 2. Z égale 2, ça correspond à peu près à 3 milliards d'années après le Big Bang. Donc, ce qu'on appelle, tout ce qu'on voit, les petites structures, les agglomérations de galaxies que l'on voit avant cette époque, on les appelle proto-amas. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer, mais qui n'est pas complètement effondré, qui va devenir un amas aujourd'hui. Et puis évidemment, ça va dépendre de l'endroit où l'on est. Il y a des surdensités qui vont s'effondrer beaucoup plus vite et d'autres moins. Les vides vont s'agrandir. Donc tout cela, on va essayer de le préciser. Une fois qu'on aura bien défini les amas, on fera des remarques sur la propriété de ces amas, les masses, leur contenu en gaz, est-ce qu'ils sont dynamiquement relaxés ou pas. En fait, il y a très souvent, même aujourd'hui, on voit l'amas de Coma ici, ils ne sont pas à l'équilibre du tout, ils sont en train de former des sous-structures qui vont fusionner, et donc tout ça, ça maintient la turbulence, ça ne s'est jamais à l'équilibre. Et puis, on regardera l'impact des amas sur la physique des galaxies. On voit par exemple un exemple d'une galaxie qui rentre dans un amas. Un amas est un milieu interamas qui est fait de gaz très chaud, 100 millions de degrés, qui est à l'équilibre hydrostatique avec le puits de potentiel. Et donc, lorsqu'une galaxie arrive à grande vitesse, c'est équivalent à un vent qui pousse le gaz en dehors. Donc, on a ces galaxies un petit peu comètes ou méduses, on appelle ça des méduses. Et on va expliquer comment on peut éplucher le gaz des galaxies lorsqu'elles rentrent dans les amas. Alors déjà, pour la définition, la plupart des galaxies sont dans des groupes ou dans des amas. Les galaxies de champ qui sont complètement isolées, c'est relativement rare. Par contre, les amas de galaxies, c'est assez peu représentatif d'une galaxie. Les galaxies sont en majorité en groupe, mais les amas de galaxies contiennent moins de 10% de la matière de l'univers. Alors c'est dommage parce que l'amas de galaxies, on le connaît bien, on sait où sont toute la matière ordinaire, les baryons. On sait qu'il y a très peu dans les galaxies, peut-être 10%, et puis 90% dans le gaz chaud. Et on a vu pratiquement tous les baryons, ce qui n'est pas le cas des galaxies où tous les baryons sont en dehors des galaxies. Donc ici, on a les groupes qui sont peu denses. Ils ont une masse inférieure à 10 puissance 14 masse solaire. On parle là avec matière noire comprise. Ce n'est pas seulement les galaxies. Et puis, il y a donc, comme il y a peu d'interactions, enfin un petit peu d'interactions, mais pas beaucoup, on a des spirales, des irrégulières avec beaucoup de gaz qui forment des étoiles. Par contre, dans les amas, ils sont très denses, une masse qui peut aller jusqu'à 10 puissance 15, masse noire comprise. Et donc, les galaxies ont déjà eu le temps d'interagir, de fusionner. Il y a beaucoup de galaxies elliptiques, de lenticulaires, qui sont mortes, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de gaz pour former d'étoiles. Elles ont terminé leur formation. Donc ici, dans les amas, comme je disais, il y a à peu près 100 à 1000 galaxies massives. Évidemment, il y a encore beaucoup plus de petites galaxies naines, mais on va essayer de comptabiliser seulement les galaxies massives comme la Voie lactée, dans un volume de quelques millions de parsecs. Et puis, il y a aussi un cœur encore plus dense que le reste de l'amas, qui contient 50 à 100 galaxies, toujours de type de la Voie lactée. Et puis, comment on les détecte ? Alors, on a plusieurs moyens de les détecter. D'abord, en optique, on voit un exemple ici, le Sloan Survey, qui a été fait pendant plusieurs années, qui a maintenant des millions de galaxies. Donc, on repère chaque galaxie par son décalage vers le rouge, qui nous donne la distance. Donc, ici, on a représenté la distance, donc le redshift, qui va jusqu'à 0,14. Et puis, une projection sur le plan du ciel. Alors on voit très bien qu'il y a des filaments, des grands murs, des filaments que l'on voit dans des agglomérations de galaxies. Donc ça, c'est l'optique avec des redshifts. Puis, on peut aussi observer le gaz très chaud. On a vu que tous les amas avaient un gaz interamas de 100 millions de degrés. Donc ça émet en rayons X. Avec des satellites tels que XMM, on peut observer ces rayons X et on peut donc avoir le nombre d'amas de galaxies. Un autre effet qui est l'effet Sunyaev-Zeldovich, qu'on va détailler un peu plus loin,
qui est en gros le fait que les électrons, le plasma de l'amas va diffuser le photon du fond cosmologique qu'on détecte avec Planck. Et donc les électrons qui ont beaucoup plus d'énergie que le photon du fond cosmologique va donner son énergie, et donc on va énergiser les photons, et donc on va avoir dans le fond cosmologique non plus un corps noir, mais un corps noir un petit peu déplacé vers les hautes énergies, et c'est ça qui va nous détecter ces amas. Alors ces amas peuvent être détectés par cette méthode à n'importe quel redshift, puisque ça ne dépend pas vraiment du redshift, sauf que à z égale 2, on n'a plus d'amas dans l'univers. Donc, et puis on a aussi les lentilles gravitationnelles qui sont très utiles pour avoir la masse des amas. Les amas sont une masse très importante qui dévie les rayons lumineux des galaxies derrière, donc on les repère comme cela. Donc les groupes, contrairement aux amas, sont peu denses. On a des exemples, par exemple, celui qu'on connaît le plus, c'est le groupe local dans lequel la Voie lactée se situe. Donc on a la Voie lactée, et puis les deux grosses galaxies du groupe local dans lequel nous sommes sont Andromède, qui est à peu près un tout petit peu plus massif que la Voie lactée, et qui ont des satellites autour. Ici, on en a cité, par exemple, le grand nuage Magellan, le petit nuage Magellan, quelques autres satellites. On a cité les plus massifs. Il y a une douzaine de chaque côté, donc on a des vingtaines de galaxies relativement massives. Évidemment, dès qu'on s'en va vers des satellites encore plus petits, on en aura plus, mais ça donne une idée avec la taille 1 mégaparsec. Il y a aussi une façon de voir les relations entre les galaxies de groupe, c'est d'avoir le gaz H1 qu'on détecte à 21 cm de longueur d'onde. Ici, on a un groupe qui est celui de Messier 81, qui interagit avec Messier 82 et avec une autre galaxie naine à côté. Et on voit en bleu le gaz, la cartographie du gaz atomique qui est vue en gaz H1. On voit qu'il y a des ponts entre les galaxies, des queues de marée, etc., que l'on ne voit pas en optique. En optique, c'est le jaune derrière. Donc on voit que les galaxies interagissent dans les groupes. Alors il y a aussi les groupes compacts, comme vous voyez ici. Alors compacts parce qu'en effet, dans un petit volume, on a au moins 4 ou 5 galaxies. Ixon avait fait un catalogue d'une centaine de groupes compacts. La densité de galaxies dans ce petit volume est la même que celle dans un amas. Donc c'est beaucoup plus que dans un groupe diffus. Et ces groupes compacts posent des problèmes. Pourquoi ? Parce que... Oups, non, là. Voilà. Donc ces groupes compacts, alors je fais un rappel de la densité pour les groupes diffus, les compacts et les amas. Vous avez un nombre de galaxies, comme on a vu, une vingtaine pour un groupe diffus, un groupe compact 4 ou 5, et puis les amas 100 ou 1000. Le contraste de densité donc, est assez faible pour un groupe diffus, c'est pour ça qu'on l'appelle diffus, c'est-à-dire la densité de galaxies sur la densité moyenne du champ. Et par contre, pour les amas et les groupes compacts, c'est la même densité par unité de volume de galaxies. La dispersion de vitesse, alors ici, il y a le même nombre de galaxies, elle ne va pas être très très grande. Par contre, dans les amas, ça va jusqu'à 1000, parce qu'il y a un gros puits de potentiel. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'interactions entre galaxies qui va faire des queues de marée dans les groupes. Pourquoi ? Parce que les vitesses de galaxies sont du même ordre que la vitesse de rotation des galaxies. Donc les étoiles vont résonner avec le compagnon, il va y avoir beaucoup plus de perturbations, alors que dans un amas, avec 1000 km par seconde, les galaxies n'ont pas le temps d'interagir vraiment. Donc on pense que lorsqu'il y a fusion de galaxies, ça se prépare plutôt dans les groupes qui vont interagir, former des queues de marée. Vous avez un exemple de queue de marée ici. Ici, vous avez le quintet de Stéphane, qui normalement contient 5 galaxies. On a l'impression qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, mais celle-ci est une superposition sur la ligne de visée le plus proche. Et donc, elle n'appartient pas à ce groupe compact. Par contre, il y en a une qui se situe ici, sur la queue de marée. Et donc, il y a bien 5 galaxies dans le quintet de Stéphane, mais ce n'est pas celle-là. Donc, vous voyez qu'elles sont très proches, elles interagissent, il y a des queues de marée. Pourquoi ? Parce que la vitesse entre les galaxies est assez faible. Et la température, évidemment, elle est la température du viriel, c'est-à-dire que le puits de potentiel crée une énergie potentielle, et l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle, un facteur de près, et cette énergie cinétique, c'est la température. Donc comme le puits de potentiel est très gros, on a une grosse température, 100 millions de degrés, et pour les groupes, beaucoup moins. Donc pourquoi les groupes compacts posent problème ? Eh bien, parce qu'ils interagissent entre eux très vite. On a une simulation de Atanasola et al.
qui part avec 5 galaxies, qui prend en compte aussi la matière noire autour, que vous ne voyez pas là, qui n'est pas tracée. Et vous voyez les étapes d'interaction de ces galaxies. Et finalement, il y a tellement de friction dynamique qu'en 1 milliard d'années seulement, tout fusionne en une seule galaxie elliptique. Donc le problème de ces groupes compacts, c'est pourquoi on en voit tant aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans un moment spécial où ils sont tous en train de fusionner? Ils auraient dû fusionner bien plus longtemps. Donc la solution à ce problème, c'est soit une grande partie de ces groupes, c'est de la superposition sur la ligne de visée et on ne les voit que parce qu'ils sont en projection mais ils ne sont pas à la même vitesse. En fait, ça, c'est pas vrai. On a les vitesses maintenant de tous ces groupes et la majeure partie, ils sont vraiment à la même vitesse, donc ce n'est pas vrai. Est-ce que, par exemple, les halos de matière noire auraient déjà fusionné depuis longtemps et donc les galaxies se maintiendraient dans un cœur qui ne serait pas très abondant en matière noire? Donc la friction dynamique serait moins forte et on pourrait allonger la durée de vie de ces groupes compacts à 2 ou 3. Ça pourrait être une solution. Et puis peut-être qu'il y a aussi un état stationnaire, c'est-à-dire qu'il y a autant de groupes compacts qui mergent, qui fusionnent, que de groupes compacts qui se reforment à partir des amas de galaxies. Alors ça, c'est peut-être une bonne solution aussi. Et on pense que la solution, c'est un mélange de toutes ces hypothèses. Ici, vous avez, en fonction du redshift, donc de la distance, le nombre d'amas compacts, de groupes compacts que l'on observe selon les différentes hauteurs. Je ne rentre pas dans les détails de les diverses couleurs. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui et moins dans le passé. Mais ça, c'est un biais de Malmquist, parce que tout ce qui est dans le passé est beaucoup moins visible. Si vous corrigez de cette complétude, parce que les objets sont plus faibles, vous avez cette courbe corrigée qui est presque plate. En fait, il y a beaucoup de barres d'erreur ici, évidemment, mais c'est presque plat. Donc finalement, ça plaide un peu pour l'état stationnaire. Et quand on fait des simulations sur ordinateur pour voir un petit peu à quoi correspondent ces groupes compacts, eh bien, il apparaît, alors vous voyez, en rouge, ce sont des groupes compacts transitoires, donc il y a un effet de projection quand même. Ils ont beau être à la même vitesse, ces galaxies sont allongées sur la ligne de visée, donc sont moins proches que ce qu'on croit, si on suppose qu'il y a isotropie. Donc si on les tournait avec une autre orientation, ils paraissaient moins compacts. Donc ça, c'est une bonne possibilité. Et on voit en rouge, c'est le nombre qui domine, en tout cas dans les simulations Eagle. On voit des groupes, des amas de galaxies, et puis des groupes compacts qui sont des filaments de galaxies qui s'alignent sur la ligne de visée. Et puis ensuite, il y en a qui sont relativement toujours là, des vrais. Donc c'est un mélange de groupes compacts vrais et puis de projections sur la ligne de visée. Alors une fois qu'on a bien défini groupe et amas, donc on va s'intéresser à la propriété des amas. Alors par exemple, le plus massif qu'on a observé, il s'appelle El Gordo, en espagnol ça veut dire le gros, justement. Un énorme amas qui a été découvert il y a à peu près 10 ans, avec une masse de 10 puissance 15 masses solaires. La vitesse de dispersion des galaxies, c'est 1300. Ici, vous avez une image du James Webb télescope. Vous reconnaissez l'état de diffraction à 6 points. Cet amas est constitué de 2 sous-amas. Quand vous regardez l'ensemble des galaxies, il se sépare en 2. Et l'ensemble est à un redshift de 0,87. Et la masse des étoiles que vous voyez derrière, ici en bleu, il s'agit de l'émission X, de rayons X, du gaz très très chaud, qui ressemble un petit peu à une comète parce que justement les 2 sous-amas sont en mouvement et on a l'impression que justement ils se déplacent à une certaine grande vitesse. Donc la masse des étoiles est plutôt 1% de la masse totale. Pourquoi? Parce que la masse des étoiles, c'est peut-être un dixième de la masse baryonique, mais la masse baryonique, c'est peut-être aussi quelque chose comme un dixième de la masse noire. Alors on a, avec le James Webb, regardé en détail, on a vu beaucoup plus de lentilles gravitationnelles. Donc c'est un amas qui est devant et qui amplifie les galaxies derrière. On a par exemple, dans le coin ici à droite, on a un zoom de cette partie-là, on a des arcs gravitationnels qui montrent bien que l'amas est assez massif pour dévier les rayons lumineux des galaxies derrière. Les galaxies derrière à 3,5 de redshift. On voit qu'il y a des paires d'images qui sont des galaxies de lointain qui font plusieurs images parce qu'elles sont proches de la ligne critique. Vous avez aussi, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais un arc très très fin qu'on a
zoomer dans cette partie-là, qui est entre les deux parties, deux groupes de cet amas, et qui ont en effet des perturbations locales qui nous renseignent beaucoup sur la masse totale de l'amas et la distribution de masse. Ici, vous voyez la convergence qui ressemble un petit peu à la masse qu'il y a dans l'amas, et en contour noir, ce sont les rayons X. Donc les rayons X et la masse se tracent l'un l'autre. Alors, on a aussi dans cet amas un effet Sunyaev-Zeldovich, donc ce que je décrivais tout à l'heure et qu'on voit encore plus clairement ici, hein, c'est lorsqu'on a un amas de gaz interamas à 100 millions de degrés ici en bleu, un plasma donc en quelque sorte, et ces électrons ont 10 kV, donc ils ne sont pas relativistes, ils sont thermiques. La masse de l'électron c'est 500 kV, donc c'est quand même petit par rapport à leur masse. Ici vous avez un photon micro-ondes qui arrive du fond cosmologique avec une longueur d'onde assez grande et qui va prendre l'énergie à l'électron et qui va être augmenté en énergie. Donc on voit ça. Pardon. Sa longueur d'onde qui devient plus petite. Excusez-moi. Et donc on voit bien ici que le corps noir en rouge, qui est le fond cosmologique, un corps noir parfait, il est donc dévié vers des énergies un peu plus fortes, en bleu, et lorsqu'on soustrait ce corps noir, vous voyez qu'on a une absorption, en quelque sorte, moins de flux à la basse énergie, plus de flux à haute énergie, ce qu'on voit dans les bandes de fréquences de Planck, ici. À ces bandes de fréquences, on voit une absorption en bleu et une émission ici. Et c'est ce qu'on voit, cet effet Sunyaev-Zeldovich, on le voit aussi en millimétrique à 2 mm. Donc ici, on a toutes les façons de détecter les amas qui est représentée dans ce diagramme. On a l'optique. Alors ce qu'on voit ici, c'est un petit peu comme pour le Sloan, un survey du ciel avec la distance à la Voie lactée, distance à nous, qui est en logarithme. Et on voit très bien, ce que vous avez en vertical, c'est la distance, donc le redshift. À partir de ce redshift-là, c'est là que l'expansion de l'univers commence à s'accélérer. Et on voit très bien le contraste qui diminue. Et ça, c'est tout à fait physique, c'est-à-dire près du Big Bang, ici, on a un univers très homogène. Les structures commencent à se former, on voit des petites structures, et puis peu à peu, les amas. Et puis le contraste très gros que l'on voit ici entre les filaments et les murs du Sloan qui se retrouvent ici. Alors, dans ce diagramme, vous avez la façon de détecter les amas et leur masse des amas en fonction du redshift. Vous voyez que Planck, qui est en rouge, donc qui détecte les amas par l'effet Sunyaev-Zeldovich, on détecte des amas très massifs, beaucoup plus que finalement ce qui est en bleu, qui est en rayons X, et en noir aussi, c'est des rayons X. Et puis le vert, c'est aussi du Sunyaev-Zeldovich, mais avec le télescope du pôle sud, le South Pole Telescope. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la masse va diminuer. En effet, dès qu'on va aller à très grand redshift, on va avoir des masses qui s'effondrent, qui sont de plus en plus petites, puisque on voit que c'est à partir de z égale 2 qu'on commence à former les amas. Alors c'est ce qu'on représente ici, formation hiérarchique des structures, que d'après le spectre des puissances des fluctuations, on sait qu'on a une structure bottom-up, c'est-à-dire qu'on forme les petites structures qui vont fusionner. Donc au début, on a surtout des petites mini-halos qui ne sont même pas des galaxies, mais qui ont la masse d'amas globulaires, qui ensuite vont devenir des galaxies, puis des amas. Donc on a bien cette formation successive des petites structures, puis des grosses structures. Donc c'est ce qu'on voit ici dans ce qu'on a appelé proto-amas, donc au-delà de z égale 2, comme je disais au début. Ici, on a z égale 8, 7, 6, etc. On porte en bleu les proto-amas, c'est-à-dire des structures qui commencent à s'effondrer, mais elles n'ont pas terminé leur effondrement. Ce sont des protostructures. Les structures en rouge, ce sont des amas vraiment qui sont déjà effondrés, qui sont les amas à grand redshift, et puis les amas de Planck qu'on retrouve ici à bas redshift. Là, c'est un peu la même chose, mais présenté autrement. Et puis, on s'aperçoit aussi que le redshift des proto-amas est très, très piqué, c'est-à-dire qu'ils sont tous au même redshift. Ici, la précision, c'est 2,85, 2,90. Donc, il faut, pour détecter ces proto-amas, il faut des redshifts spectroscopiques et non pas seulement photométriques qui n'ont pas assez de précision. On ne verrait pas les proto-amas si on n'avait pas un spectre très, très
précis. Et ce que l'on voit aussi ici, c'est qu'on sait que le gaz qui alimente ces amas, proto-amas et puis les galaxies, en dessous d'une certaine masse, ici on a la masse, en fonction du redshift, on sait que le gaz qui tombe sur une structure, si le puits de potentiel est très profond, le gaz va tomber très vite. C'est lorsqu'on tombe sur une grande pente, on va beaucoup plus vite. Et donc la vitesse va être si rapide qu'il va y avoir des chocs qui va chauffer le gaz. Et donc au-delà d'un certain puits de potentiel, par exemple cette masse 10 puissance 12, eh bien, la masse ici s'accrète sur la structure de façon froide. Alors ça, c'est le cas des galaxies de petite masse, donc 10 puissance 12 avec masse noire, ça revient à la masse de la Voie lactée finalement. Et donc le gaz peut être accrété froid et former des étoiles, et on a ainsi une galaxie spirale. Lorsqu'on a une masse beaucoup plus grande, à ce moment-là, au début, elle ne s'est pas encore complètement effondrée, on peut avoir un petit peu quelque chose entre froid et chaud, c'est-à-dire si on est dans un filament très dense, on peut rester froid, et au bout d'un certain temps, tout le gaz qui va être accrété va être complètement choqué, chaud, et on va avoir tout ce gaz qui émet en rayons X, qui vient de là, en fait, qui est à l'équilibre du viriel et qui est très chaud parce qu'il a été choqué en arrivant et il s'est mis à l'équilibre de la structure. Alors, comment on détecte ces amas? Est-ce qu'on fait un survey de tout le ciel pour le voir? Ça va être très long. Il y a une façon plus rapide de les voir, c'est que lorsqu'on a un proto-amas qui commence à se former, il y a une galaxie très massive qui est au centre de la structure, soit une galaxie elliptique, une galaxie CD qui va former un trou noir supermassif et qui va avoir une activité du noyau, soit une radiogalaxie avec des jets, soit un quasar. Et ces quasars et ces radiogalaxies sont beaucoup plus lumineuses que les galaxies ordinaires, donc on les détecte beaucoup plus loin. Et autour, une fois qu'on les a détectées, on regarde autour s'il y a d'autres galaxies qui sont en train de former un effondrement et un amas. Et en effet, c'est le cas. Ici, vous avez en rouge la radiogalaxie qui est beaucoup plus massive. Et puis en bleu, vous avez ce qu'on appelle les émetteurs H-alpha. Alors, émetteurs H-alpha, ça veut dire que c'est des galaxies spirales qui forment des étoiles. Les étoiles qui ionisent le gaz, ils font du rayonnement de combinaison en H-alpha. Et puis en vert, vous avez ces galaxies qui émettent en Lyman alpha, encore une fois, du gaz chauffé par les étoiles. Et donc, autour des quasars, on a, par exemple, à 3,8 ou 2,2, on a trouvé des structures simplement en regardant les quasars et en regardant ce qu'il y avait autour. Donc ici, on a, par exemple, une observation de ce qu'on appelle la toile d'araignée, parce qu'on a une galaxie très massive au centre qui commence à avaler tous ses compagnons ici. On a comme une toile d'araignée. Et on a une simulation qui représente à peu près au même redshift, c'est-à-dire 2,2, ces proto-amas. Donc on comprend un peu comment les proto-amas se forment autour de grosses galaxies. Par exemple, la fraction de radio-galaxies en fonction de la masse croît évidemment, mais elle croît aussi avec le redshift. À bas redshift, on est jaune et ensuite rouge. Donc on a beaucoup plus de ces radiogalaxies. Et on sait aussi que la formation d'étoiles et la formation des trous noirs a une évolution comparable. Et c'est pour ça qu'on trouve ces trous noirs au centre de ces amas. Alors, on a aussi évidemment fait des surveys du ciel avec le SLO, on en a déjà parlé, on a déjà montré des images, et notamment, il y a des surveys qui ont été démarrés pour avoir ce qu'on appelle les oscillations baryoniques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces oscillations baryoniques? Ce sont les vestiges de rides, de petites vagues qui ont été faites au début de l'univers lorsque la matière ordinaire était en équilibre avec les photons en tant que plasma, et oscillé comme des oscillations acoustiques. Et puis, tout s'est arrêté lorsque l'univers passe à la température de 3000 degrés par son expansion, et le plasma se recombine en atomes d'hydrogène. C'est la dernière surface de diffusion que l'on voit ici et qu'on observe avec Planck, avec le fond cosmologique. Et cette dernière surface de diffusion arrive à 380 000 ans. Donc à ce moment-là, les ondes que formaient les rides entre les photons et le plasma gèlent complètement. Et donc on a une structure dont on va se servir comme règle pour avoir à chaque redshift quelle est la taille de cette règle. Et on a ainsi une évolution de l'expansion de l'univers. Et c'est ça qui va nous donner la nature de l'énergie noire qui va accélérer l'expansion à la fin. Donc il y a énormément
de survey qui traquent un peu la taille de l'oscillation baryonique de cette ride pour avoir une idée de l'énergie noire. Alors, par exemple, Sloan l'a fait avec, on appelle le survey BOSS, hein, qui est les analyses de ce nom-là, et puis l'étendue aussi, IBOS. Donc, vous voyez qu'on arrive à peu près à 0,51 en redshift. C'est très intéressant parce que l'énergie noire commence à dominer à 0,7 environ. Donc, c'est exactement ça dont on a besoin. Et puis, on peut ensuite avoir un peu plus de... on peut aller plus loin quand on s'intéresse aux quasars, puisque les quasars sont plus lumineux. Alors, voici quelques résultats. Donc, on a un survey très très rapide, bien que ce soit un petit télescope de 2,50 m dans l'Apache Point Observatory, qui est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord, il est complètement dédié au survey, et il y a un instrument par fibre qui permet de faire énormément, des milliers de spectres par nuit. Il y en a à peu près 10 poses, ça fait 6400 spectres par nuit. Et donc, on a pu faire en quelques années des millions de galaxies. Pardon. Et on a aussi, dans l'hémisphère sud, un instrument semblable qui est au Chili. Alors, ce que vous voyez à chaque fois, vous voyez comme un diabolo. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans cette région-là, vous avez la Voie lactée, notre galaxie, qui nous empêche de regarder. Vous avez des tas de confusions avec des étoiles de la Voie lactée ou même la poussière. Donc, à chaque fois, vous avez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud qui se ressemblent beaucoup. On a aussi le même genre de survey de filaments. Alors, ici, on voit les progrès qui ont été faits dans les divers surveys du Sloan, hein, avec le télescope Alas Campanas au Chili, dans les galaxies ordinaires qui n'allaient que jusqu'à 0,4, et puis ensuite des galaxies plus rouges. Alors, qu'est-ce qu'on appelle galaxies plus rouges? Ce sont les galaxies elliptiques qui sont beaucoup plus massives que les spirales et qui sont possibles de voir beaucoup plus loin. Ça nous a permis d'aller à 0,4, puis ensuite il y a les quasars, enfin des galaxies encore plus lumineuses, 0,6, et puis ensuite des quasars que l'on voit en bleu, ça nous permet d'aller à 2,5. Alors ces quasars qui sont très lointains, comment on les détecte? Eh bien, surtout par leur variabilité. On sait que les quasars, ils ont énormément d'émissions dans un tout petit volume, et le petit volume nous donne la taille de la variabilité. Si vous avez un jour-lumière de taille de la source, vous avez une variabilité en un jour, et ainsi de suite. Donc si vous avez des variabilités dans des heures, jours, vous avez un quasar. Si vous avez une galaxie, elle ne va pas varier que sur des centaines d'années ou des milliers d'années. Donc ici, vous avez une observation de quasars qui nous permet de faire des surveys très grands. Alors ça, ce sont des surveys qui ne sont pas... ils sont faits un petit peu de briques et de broc, c'est-à-dire que vous avez des galaxies rouges, des galaxies blanches, des quasars. Ce n'est pas complet, ce n'est pas sûr, et en plus, ce n'est pas pour une région donnée très profond. Donc il y a aussi la place pour d'autres surveys qui ont été faits, par exemple au VLT, qui est de 8 mètres de l'ESO au Chili, et un instrument VIMOS qui permettait aussi de faire un grand nombre de redshift en même temps. Vous avez toute une région du ciel qui a été faite dans un survey qu'on appelle VIPERS et qui permet de regarder avec grand détail et grande sensibilité, en étant tout à fait complet, les petites structures, et notamment lorsqu'on a un amas de galaxies, on a un effet, une distorsion qui distord par la vitesse due au pic potentiel, qui distord le redshift. Et ce diagnostic est aussi un diagnostic important cosmologique, puisqu'il va vous donner un petit peu le nombre d'amas que vous avez en fonction du redshift. Par exemple, ici, hein, le phénomène, c'est le suivant. Alors évidemment, on se sert de la vitesse pour avoir une dimension, mais vous voyez que lorsqu'on est à travers un amas, eh bien, la vitesse, elle n'est pas seulement due à l'expansion de l'univers, elle est due aussi aux vitesses propres des galaxies dans les amas, puisqu'on a une dispersion de vitesse de 1000 km par seconde. Donc on a en quelque sorte des vitesses très allongées dans la direction de la ligne de visée, c'est ce qu'on appelle doigt de Dieu. Et puis aussi dans les parties externes, un effondrement de l'amas qui continue, donc une vitesse qui s'approche de l'amas. Alors ça a été fait justement avec le survey VIPERS. Vous voyez les galaxies bleues qui, elles, ne sont pas vraiment au centre de l'amas. On a vu que les spirales étaient un petit peu en dehors. Hein. Elles arrivent, elles ne sont pas encore complètement épluchées.
Et puis les galaxies rouges, ce sont les elliptiques qui sont au centre des amas. À ce moment-là, ils ont une dispersion de vitesse beaucoup plus grande et elles ont un phénomène très marqué. Donc cette distorsion-là, qui est un diagnostic cosmologique, est très bien visible dans ce genre de survey. Alors ici, c'est très l'esthétique est très, très jolie, permet de voir le contraste qui diminue en fonction du temps, ou qui augmente en fonction du temps dans ce sens, si vous voulez. Donc toute cette structure-là, maintenant, on commence à bien comprendre en se basant à la fois sur les observations et puis sur les simulations. Ici, vous avez une simulation du millénium, par exemple, avec des zooms successifs. On voit bien le contraste augmenter en fonction de l'échelle qui est représentée. Ici, on a un amas de galaxies, c'est uniquement la matière noire qui est représentée en couleur en fonction de la densité. Et on sait qu'il y a des structures à 1D, donc des filaments que l'on représente ici par des crêtes, et puis des structures à 2D qui sont des murs, plus difficiles à voir, mais qu'on a avec la vitesse, et puis des vides. Donc tout ça, on commence à l'avoir. Donc pour mieux connaître maintenant la physique de l'amas, ici on se fait toujours une petite idée d'un amas qui est à peu près à l'équilibre, une sphère isotherme avec le gaz qui est en équilibre aérodynamique. En fait, c'est assez naïf, puisque les amas sont toujours en train de se former, de recevoir des groupes, des sous-amas. Vous voyez un petit peu, même dans les amas simulés des simulations, ça représente vraiment ce que l'on voit. C'est-à-dire que les amas ne sont jamais vraiment à l'équilibre, mais on peut quand même, avec cet outil-là, avoir l'amplitude du pic potentiel, donc avoir l'amplitude en fonction de la taille, 8 mégaparsecs par exemple, et puis le nombre d'amas en fonction de leur masse, en fonction de redshift. Et tout ça va nous indiquer si notre modèle de matière noire froide, le modèle CDM, prédit les bonnes quantités ou non, ou s'il va falloir modifier la gravité. Donc, par exemple, c'est sur ce genre de diagnostic que reposent les surveys de Euclide qui va être lancé cette année, ou bien d'autres comme le Vera Rubin. Alors, pour la nature des amas, la physique des amas, on peut se baser déjà, on peut commencer à voir ce qu'on connaît pour les amas proches, puisque c'est beaucoup plus facile d'étudier. Par exemple, un amas le plus proche, c'est celui de la Vierge, qui fait partie de la même structure de superamas de la Niakea, alors que par exemple Coma, qui est plus dense, n'en fait pas partie. Et donc on va regarder un peu ce que donnent les études de l'amas de Virgo, par exemple. Alors, vous voyez l'amas de Virgo, il y a ici en orange les rayons X, donc le gaz très chaud, quelques millions de degrés. Même s'il est très proche, vous voyez qu'il n'est même pas complètement relaxé, puisqu'il y a deux parties. Il y a en fait une sous-structure qui est en train de fusionner, on voit qu'il est assez allongé. Et puis tout ce qui est représenté ici, ce sont les galaxies représentées un peu plus grosses, multipliées par un facteur 10 pour mieux les voir, et qui, c'est la carte de hydrogène atomique, de H1 à 21 cm que l'on voit. Leur couleur nous donne la vitesse, c'est-à-dire que celles qui sont rouges s'éloignent de nous, celles qui sont bleues se rapprochent. Mais en tout cas, la taille, ce qui est remarquable dans cette vision-là, c'est que plus vous êtes loin du centre de la Vierge, de l'amas de Virgo, et plus la taille de la galaxie est grande, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été épluchée de son gaz. Donc on voit un effet de la pression dynamique, de l'épluchage du gaz des galaxies. Lorsqu'on rentre ici, on a des galaxies qui sont toutes petites. En fait, elles étaient très grosses avant et elles ont été balayées de leur gaz très rapidement. Et au centre, on n'a que des elliptiques et des lenticulaires. Alors, pour avoir la masse des amas, on a parlé déjà des lentilles gravitationnelles. On a deux effets de lentilles, des exemples là, qui sont assez jolis. On a bien des arcs très fins, donc des lentilles fortes, donc des galaxies de fond qui sont complètement déformées par la masse de l'amas. Donc on arrive à faire des modèles et à retrouver la masse. Et puis on a aussi les lentilles faibles. Donc ici, il y a des milliers de galaxies derrière, et sur les milliers qui sont très peu déformées, mais qui nous donnent des cartes de la matière noire des amas. Et on en a déduit que le profil en densité près du centre de la galaxie était un profil prédit par les simulations, les papiers par exemple de Navarro, Frankenwhite, qui sont un profil avec une cuspide, en fait, une densité qui monte comme une loi de puissance au centre, en 1 sur R, etc. Alors ça, c'est remarquable puisque c'est le contraire de ce qu'on voit sur les galaxies. Pour les galaxies, la matière noire fait un cœur, c'est-à-dire un plateau de matière noire, et non pas
une cuspide. Ça, c'est un problème qui n'est pas encore résolu, mais pour les amas, par contre, on a bien la prédiction. Alors, comment se passent ces modèles? Eh bien, vous en voyez un amas en particulier, Abel 1689, où on a des lignes critiques. Ce sont des lignes critiques telles que, lorsqu'on s'approche de cette ligne critique, l'amplification gravitationnelle est presque infinie. On appelle ça ligne critique lorsqu'on est dans le plan, le redshift de l'amas de galaxies qui fait lentille, et puis lorsqu'on est dans l'espace source, c'est-à-dire bien derrière, à z égale 3 ou 4, on a ce qu'on appelle des caustiques. Donc vous voyez que la galaxie bleue, qui est proche d'une caustique, va être très déformée en 3 images, la verte beaucoup moins, celle qui est rouge, elle est vraiment symétrique, elle va être symétrique en 4 images, et ainsi de suite. Donc là, on sait représenter les modèles et en déduire des masses de galaxies. Donc voici les résultats de masses de galaxies, de masse de matière noire. Ce qui est bleu, c'est la masse totale, puisque les lentilles gravitationnelles nous donnent la masse totale sur la ligne de visée. Donc matière noire essentiellement, puisque la matière noire domine, mais c'est en fait la masse totale avec les galaxies et le gaz chaud. Et en blanc, vous avez les galaxies. Donc vous voyez qu'ici, on a une correspondance à peu près bonne entre galaxies et matière totale. Ici, beaucoup moins facile à voir. Et puis, on peut superposer à cette matière totale la masse, surtout des baryons, qui est en rose, qui sont les rayons X, qu'on observe avec les satellites X, et qui est le gaz à des millions de degrés, qui contient 90% des baryons. Alors, on voit que les baryons et la matière noire sont à peu près alignés dans certains cas, puis dans d'autres, non. C'est un petit peu comme le cas du boulette, où on a deux amas qui rentrent en collision. Alors évidemment, dans la collision, le gaz s'arrête, puisqu'il est visqueux, il y a une certaine pression. Par contre, les galaxies et la matière noire se traversent sans se voir, donc on a un moyen de séparer la masse totale, le bleu et le rose, si vous voulez, et en effet, c'est dans certains cas, on y arrive. Alors, quand on regarde un petit peu l'amas et la physique de l'amas en particulier, l'amas de Persée, qui est relativement proche, 75 mégaparsecs de nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours une galaxie centrale qu'on appelle galaxie la plus brillante de l'amas, qui est au centre et qui a l'impression qu'elle accrète du gaz. Alors ici, c'est celle-ci. Ce qu'on voit en rose, c'est la raie de H-alpha. H-alpha, c'est le gaz ionisé qui a l'air de tomber sur la galaxie. On a des filaments ici. Vous voyez qu'il y en a une grosse ici qui n'a pas de ces filaments-là. Il n'y a que celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, on a l'impression que du gaz tombe. Ici, si on fait un zoom sur cette galaxie centrale, on voit l'image H-alpha plus N2, puisque c'est un filtre assez grand et que N2 est très proche de H-alpha. Donc, on a les deux à la fois. Et on voit qu'il y a des filaments très minces. Alors, surprenamment droit, puisque finalement, on s'attend à avoir une turbulence dans cet amas. Et là, c'est plutôt linéaire, comme si c'était un flot laminaire. Et puis, on a aussi les molécules. On a des molécules qui sont vues. Alors, on sait que la molécule H2, elle est complètement symétrique, il n'y a pas de dipôle, mais on a des rayonnements quadrupolaires, donc c'est plus difficile à observer. Donc, c'est un peu plus brillant, mais toute la masse est plutôt dans les molécules. Donc, ici, on a à peu près des filaments qui ressemblent dans les deux cas. Ça a été fait au CFHT à Hawaï. Alors, on s'attend un petit peu à avoir du gaz qui tombe sur les galaxies principales. Pourquoi? Parce que dans ce gaz très chaud, qui est à millions de degrés, il est peu dense au bord et le temps de refroidissement est beaucoup plus grand que le temps de Hubble au bord. Donc le gaz ne se refroidit pas au bord. Par contre, au centre, comme le taux de refroidissement est proportionnel à n carré, la densité au carré, puisque c'est dû à des collisions des particules chargées, à ce moment-là, on pense que le temps de refroidissement est plus petit que l'âge de l'amas et que l'âge de l'univers au centre. Donc on s'attendait en fait à voir d'énormes flux de gaz qu'on appelle flot de refroidissement, 1000 masses solaires par an. En fait, on en détecte 10 fois moins. Et on va voir pourquoi. Alors ici, vous avez le même amas de Persée, mais vu en rayons X. Vous voyez qu'il n'est pas du tout à l'équilibre. Il y a des structures spirales même, il y a des coquilles, etc. Et au centre, vous avez une galaxie qui est très massive et qui a un noyau actif qui est formé d'un trou noir supermassif et qui émet des jets radiaux.
Ici, on a l'émission, le spectre d'émission de rayons X. On s'attend à trouver beaucoup de raies en rayons X, et en fait, on ne les voit pas autant. On va le voir en comparant avec les modèles. Donc, ce gaz chaud, c'est en fait beaucoup d'informations sur la vie et le destin de l'amas, puisque c'est une trace de tout ce qui est apparu dans l'amas. Il n'y a pas que l'énergie cinétique qui est égale à l'énergie potentielle, il y a aussi toute l'énergie non gravitationnelle qui a été accumulée, par exemple par le feedback des supernovae, ou des AGN, qui n'ont rien à voir avec l'énergie gravitationnelle de l'amas, mais qui se retrouvent au centre de l'amas en une certaine énergie qui n'a pas encore été rayonnée. Et aussi, on a des abondances des éléments, on les a avec les raies comme ça de rayons X. On sait que ce n'est pas du gaz primordial qui n'aurait pas de métaux. Il y a une métallicité qui est un tiers de solaire. C'est quand même très beau, c'est très fort pour un gaz où il n'y a pas d'étoiles qui se forment. Donc on pense que ce sont le gaz des galaxies qui est parti, qui était enrichi, puis aussi les supernovae qui ont explosé et qui se retrouvent à éjecter des métaux dans ce gaz froid de l'amas de galaxies. Donc en gros, on a une température caractéristique pour ces amas de galaxies de quelques millions de degrés. Et puis, on sait aussi que la densité est très faible, 10-2 particules par centimètre cube, ce qui fait que la longueur de Debye, qui est pour un plasma la longueur à laquelle les particules de charge négative et positive s'annulent pour donner une neutralité du plasma, en quelque sorte, il est égal à 1 km. Vous allez me dire, c'est tout petit pour un amas, c'est assez gros pour un plasma que vous avez dans le laboratoire, évidemment. Il y a un champ magnétique qu'on a pu mesurer grâce à l'effet Faraday et qui est de 10 microgauss et qui est peut-être à l'origine du fait que les filaments sont très laminaires. Le champ magnétique peut peut-être empêcher un peu la turbulence. Et donc on a ce genre de galaxie principale. Alors cet amas en particulier, il est relativement à l'équilibre relaxé puisqu'on ne voit pas deuxième noyau. Alors il y a quand même des amas qui refroidissent et d'autres qui ne refroidissent pas. On les appelle cœurs froids, relaxés ou non. Alors, lorsqu'on a un cœur froid, on est dans ce cas-là, l'émission de rayons X est très piquée au centre. Ici, on a fait, pour montrer l'importance de ce pic au centre, on l'a mis en linéaire. D'habitude, c'est en log, on le voit moins, mais en linéaire, on voit bien qu'il y a un pic d'émission au centre. Donc, si le gaz émet beaucoup de rayonnement, ça veut dire qu'il se refroidit, que la température va être froide, et on a un cœur froid, alors que, par exemple, l'amas de coma, il n'y a pas beaucoup d'émissions au centre, le cœur n'est pas froid et en fait il est en train de fusionner entre deux sous-amas et donc il n'y a pas de cœur relaxé. Alors dans ces cœurs qui sont relaxés, un cœur froid, voici en gros, en fonction du rayon, le temps caractéristique de refroidissement du gaz. On voit qu'au bord du gaz, au bord de l'amas, le gaz ne va pas se refroidir puisque le temps de refroidissement est supérieur à l'âge de l'univers. Mais par contre, quand on va très proche du centre, attention, là c'est une relation log, donc c'est à 10 kg par sec, donc c'est vraiment le cœur central, eh bien le temps de refroidissement est plus petit que le temps de Hubble et donc il doit se refroidir. Alors le grand mystère, c'est que si on faisait un modèle d'amas qui se refroidit, on s'attendait à avoir beaucoup de raies dans les rayons X, le flux en fonction de la longueur d'onde ici en angstrom, et certaines raies sont dues au gaz à la haute température et d'autres à basse température. Et quand on regarde un amas, les données qui sont en rouge ici, on voit qu'il y a beaucoup moins de raies que prévu. Toutes ces raies-là n'existent pas. Donc on n'a pas de raies de gaz froid. Si on fait un modèle où on coupe tout le gaz qui est plus petit que 2,7 keV en grande température, eh bien on commence à avoir un bon fit avec les données. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de gaz froid. Alors pourquoi ? Peut-être qu'il y a un gaz qui n'est pas du tout homogène, qui est en multiphase, et c'est ce qu'on voit en effet, puisqu'on a du gaz H alpha, on avait du gaz moléculaire. Donc on a plein de phases, et s'il y a un mélange de phases, on peut très bien avoir un gaz qui devient froid par mélange, mais qui ne rayonne pas. Et c'est en fait peut-être ce qui arrive. Mais il y a quand même une grande partie de gaz qui ne tombe pas sur le centre. On a à peu près l'idée qu'il y a 10% de gaz qui tombe sur la galaxie centrale
et puis le reste, eh bien, il est réchauffé. Alors il est réchauffé par quoi? Une fois qu'on a fait tomber du gaz sur la galaxie centrale, on a alimenté l'activité du noyau, l'activité du trou noir, qui fait un phénomène de rétroaction et qui réchauffe le gaz. Donc il y a une réaction du trou noir qu'on vient d'alimenter avec 100 masses solaires par an. Et donc on a des jets radio. Ici vous avez en bleu les rayons X, en rouge le jet radio. On voit que le jet radio creuse des cavités dans les rayons X et puis repousse le gaz. Donc ça c'est une réaction à empêcher que le gaz retombe. Et en effet, on a quelque chose qui réchauffe 90% du gaz qui aurait pu tomber sur le centre de la galaxie. On a cet exemple dans l'amas de Persée, on a une galaxie au centre qui est active, et on voit dans les rayons X ici, qui sont un peu jaune et vert, une grande cavité. On a un petit peu travaillé pour avoir plus de contraste sur la cavité, mais enfin c'est tout à fait ça. Et on a un front froid ici, qui est en noir, donc qui est une température plus froide. Et on voit que le noyau actif est capable d'avoir beaucoup de rétroaction sur le gaz chaud, qui empêche le gaz de refroidir. Alors, à quel genre d'équilibre on s'attend, hein, si on fait un petit résumé. Dans la région, donc on a un puits de potentiel, ici un puits de potentiel gravitationnel, comme une cuvette. Et ici on a une deuxième cuvette parce que le cœur de l'amas est plus profond et plus dense. Donc dans cette partie-là, le gaz ne se refroidit pas du tout et on a équilibre entre les gradients de pression et puis le gradient de gravité. Donc l'un compense l'autre et il est à l'équilibre hydrostatique en quelque sorte. Donc on peut en déduire de la masse par ce genre de choses. Dans la région 2 aussi. Et puis dans la région 3, là par contre, on a un très fort gradient et l'énergie gravitationnelle compense les pertes radioactives ici. Donc c'est un petit peu ce genre d'équilibre que l'on entrevoit. Et puis c'est un peu plus complexe que ça parce que ce n'est pas qu'une dépendance radiale. On a des perturbations qui ne sont pas isotropes. Cette transformation-là que vous voyez, on a l'impression que le gaz oscille dans le puits de potentiel un petit peu comme un verre de sirop ou de vin va, si vous le remuez, clapoter un petit peu. On appelle ça sloshing en anglais. Je traduis ce mot par clapotement. C'est-à-dire que le gaz va se balader un peu dans le puits de potentiel et former ces structures qui sont des ondes un peu plus froides que le reste, plus denses et plus froides. Et c'est pour ça qu'on va avoir aussi des refroidissements qui ne seront pas le modèle naïf d'une sphère et puis du gaz qui se refroidit seulement au centre. Alors ici, vous voyez que dans Perseus, cette cavité, elle est bien remplie par le jet radio. Alors le jet radio, c'est quoi? C'est un plasma, mais qui n'est pas à l'équilibre. Donc vous avez un plasma à l'extérieur qui, lui, est à l'équilibre thermique. Et puis ce plasma, lui, c'est un jet relativiste qui est fait de particules qui ne sont pas du tout à l'équilibre thermique, mais avec une plus grande vitesse. C'est pour ça qu'il est très peu dense. Donc il n'est pas du tout à l'équilibre de pression statique, mais il est plutôt à l'équilibre de pression dynamique. Il y a une certaine vitesse, qui est une fraction de la vitesse de la lumière, qui est émise par ce jet radio. Et donc ce qui nous permet de dire que si je représente cette bulle blanche qui est le plasma qui est émis par le jet radio, eh bien elle est plus légère et elle remonte comme la poussée d'Archimède, comme un gaz plus léger qui remonte. Et vous voyez la simulation ici. Ce que vous avez en bleu, c'est le plasma, le gaz chaud qui émet en rayons X et qui est aussi un plasma, mais en blanc, les électrons et les protons ne sont pas à l'équilibre thermique, ils sont dirigés par une vitesse qui est une fraction de la vitesse de la lumière. Donc le gaz est très peu dense et il remonte par la pression d'Archimède. Et c'est ce que vous voyez dans les observations. Alors, il y a aussi autre chose que ce que vous voyez dans cette petite simulation. Une fois que l'AGN se met à rayonner, puisqu'on a alimenté le trou noir, vous avez les jets qui creusent les cavités, et puis ça fait des chocs quand même, et qui vont créer des rides, des ondes acoustiques en quelque sorte. Et c'est une façon de propager l'énergie que donne l'AGN, non seulement aux cavités, mais aussi à tout le gaz chaud qui permet d'expliquer pourquoi le gaz ne se refroidit pas autant qu'on l'aurait vu. Donc il y a toutes ces ondes acoustiques qui vont aussi chauffer l'amas.
Alors quand on regarde un petit peu si le modèle qu'on propose correspond à la réalité, c'est à peu près le cas. Alors ici c'est peut-être un diagramme un peu complexe, mais vous avez en fonction du rayon toujours le temps de refroidissement. Donc le temps de refroidissement diminue lorsqu'on va vers le centre. Et puis vous avez en bleu et rouge là les courbes qu'on a observées dans un échantillon qui s'appelle ACCEPT, donc c'est un acronyme. Et donc lorsque l'amas a un multiphase, c'est-à-dire qu'il y a des filaments H-alpha qu'on a vu dans Perseus, ça veut dire qu'il n'y a pas que du gaz chaud, mais il y a du gaz un peu plus froid avec des molécules. À ce moment-là, on voit que le temps de refroidissement tombe au-delà de la limite de conduction ici, et donc ça correspond au modèle que l'on a, puisqu'il y a des filaments d'H-alpha plus froids qui descendent. Alors que lorsqu'il n'y a pas d'H-alpha, donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de refroidissement, et on voit que la courbe est vraiment rouge, donc ça conforte en quelque sorte le modèle que l'on se fait de ce qui se passe. Alors ici, vous avez un modèle aussi un petit peu plus simple, mais qui vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe. Ici, en blanc ou en grisé, il s'agit du plasma qui vient du trou noir, avec une vitesse presque relativiste, et qui monte grâce à la poussée d'Archimède. Et puis, il va rencontrer des particules qui sont du gaz très très chaud, un petit peu plus froides que les autres parce qu'elles sont plus denses, elles sont compressées par la bulle ici. Donc le gaz plus dense, il va se refroidir un peu plus, donc il est un peu plus froid. Et une fois qu'il aura refroidi, vous voyez qu'il n'a plus la pression qui équilibre la gravité, donc il n'a plus de support de pression, donc il tombe carrément comme des filaments. Donc c'est un petit peu l'idée, pourquoi on voit des filaments. Et bien ce gaz qui va se fragmenter et devenir moléculaire, c'est un petit peu ce principe-là. L'idée que l'on se fait en gros, c'est que le gaz qui se refroidit, alors il ne se refroidit pas au centre de la galaxie, il se refroidit très haut, donc là où à la fin du plasma qui monte, le plasma qui monte à partir du radio, de la source radio, et qui fait refroidir le gaz à 10 kg par sec. Ici, cette distance-là fait 10-20 kg par sec, c'est-à-dire que la galaxie ne fait que cette taille-là, et ce filament il est bien en dehors de la galaxie, et le gaz se refroidit là-haut et non pas au centre, grâce à ce phénomène-là. Donc on comprend à peu près pourquoi on a ces refroidissements et ce feedback. Maintenant, je vais en terminer avec la dernière partie, qui est quel est l'impact des amas sur les galaxies. On a déjà parlé de cette galaxie qui se fait éplucher en rentrant dans l'amas. Ici, c'est la galaxie ISO 137 qui rentre dans l'amas de Norma, dans l'hémisphère sud. Ce que vous voyez ici, c'est une échelle de 5 kg par sec, donc c'est la taille de la galaxie, avec des filaments H-alpha. On voit qu'il y a du gaz qui s'en va de ce côté. Et puis, lorsque vous avez 3 fois plus grand, vous avez la galaxie qui est ici. Et ce que vous voyez en bleu, c'est un filament en rayons X, donc très chaud, et en rose en H-alpha. Donc vous avez deux traînées de méduses, si vous voulez, on appelle ces galaxies méduses. On a des tentacules de méduses qui sont très très grandes puisqu'elles font 20 kg par sec en dehors de la galaxie. Alors on s'est aperçu que le gaz moléculaire était présent à des grandes distances de la galaxie, curieusement, puisqu'on est quand même dans un amas où il y a tout un milieu très chaud à des millions de degrés. Et bien, on a quand même des molécules qui sont à 10 degrés Kelvin. Donc ça veut bien dire qu'il y a un milieu multiphase. Donc à l'intérieur d'une couronne de gaz très chaud, on peut avoir des abris, des oasis, si vous voulez, de gaz qui se protègent elles-mêmes et qui peuvent fragmenter et descendre jusqu'à 10-20 degrés Kelvin. Donc ici, on a le spectre de la molécule CO qui a été observé, et puis la fraction de gaz moléculaire qu'on déduit en fonction du rayon. On voit que ce qui domine, c'est le gaz moléculaire. Alors il est beaucoup plus difficile à observer. Pourquoi ? Parce qu'il est froid, il n'émet pas beaucoup, et puis en plus, c'est la molécule CO qui est 10-4 fois moins abondante que H2, mais c'est quand même celui qui domine en masse, alors que le rayon X, évidemment, il rayonne beaucoup, il est très chaud, ça rayonne beaucoup, mais il y a très peu de masse dedans, de même que le gaz H-alpha, qui est ionisé, rayonne facile à voir, mais contient très peu de masse. Donc en quelque sorte, c'est un traceur qui nous aide à chercher le gaz moléculaire pour savoir combien il y a de masse. Et puis, lorsque vous regardez le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse de gaz, vous voyez que
vous formez des étoiles dans cette queue de méduse, vous formez des étoiles, mais avec une efficacité qui est bien moindre que dans une galaxie ordinaire. Alors cette galaxie méduse, elle est ici. Vous voyez l'amas de galaxies en rayons X, et on voit la queue de méduse en rayons X avec la tête de la galaxie qui rentre dans l'amas avec une grande vitesse et qui se fait éplucher. Et on voit que le rapport entre le gaz moléculaire et le gaz atomique, qui vous donne une idée de la densité, parce que c'est au-delà de 10 masses solaires par parsec carré que vous avez formation de molécules, et bien ce rapport, il augmente avec la pression. Alors ici, vous avez la pression dans Virgo, qui est assez faible, la pression dans le quintet de Stéphane en vert, et puis la pression. Donc on a pu mesurer de ces genres de galaxies dans plusieurs amas et groupes compacts. Et puis, en fait, avec MUSE, avec le gaz H-alpha, MUSE, c'est un instrument qui est sur le VLT et qui fait des spectres en tout point, donc il y a 90 000 spectres sur une carte. Donc ça nous permet d'avoir non seulement l'intensité de cette queue de méduse, en quelque sorte, ici elle est plus dense au départ qu'à la fin, mais aussi la vitesse. Donc ici vous avez en rouge la vitesse qui s'éloigne et en bleu celle qui se rapproche. Donc on avait une rotation dans la galaxie, cette rotation se retrouve dans la queue de la pression dynamique ici, puisqu'elle est lancée avec cette vitesse et elle va y rester. Alors vous voyez qu'on a des bords de galaxies qui sont déjà plus ou moins épluchés, et puis finalement on épluche le centre à la fin. Dans Coma, même chose, on a aussi de beaux exemples d'épluchage de galaxies. Vous avez une galaxie spirale ici en optique, et puis c'est encore plus spectaculaire puisque Coma est beaucoup plus dense en gaz X. Donc on a en H-alpha la photo de gaz ionisé. Oups. Alors, si je reviens ici. OK. Et puis, cette queue est relativement, vraiment remarquablement droite, parce que sans doute la trajectoire de cette galaxie est relativement rapide. 1000 km par seconde. Dans l'amas de Coma, la dispersion de vitesse est très rapide. Et ce qu'on voit, c'est que le gaz moléculaire, à nouveau, domine. Il a été observé dans tous les éléments de la queue. Et on peut regarder des raffinements en disant qu'on compare la vitesse entre H-alpha et le CO. Et il y a une petite différence. Donc on sait à quelle époque ce gaz a été strippé, c'est-à-dire épluché. Donc à nouveau, le gaz qui domine est moléculaire. Ça, c'est une surprise tout de même de trouver du gaz moléculaire à l'intérieur du gaz à des millions de degrés. On a quand même des poches de gaz moléculaire qui arrivent à subsister et à former des étoiles, alors que le rayon X et l'H-alpha est assez faible. Et on voit qu'il y a une très bonne corrélation entre CO et H-alpha, c'est-à-dire que le H-alpha étant plus facile à voir, nous trace les poches de gaz moléculaire qu'on peut regarder ensuite. Alors vous voyez qu'on peut déterminer aussi des époques de balayage du gaz. Ici, on a l'impression qu'on balaye d'abord le bord de la galaxie, et puis ensuite, le centre de la galaxie est beaucoup plus lié. Donc ce n'est qu'après, une fois que vous avez balayé le bord, vous balayez le centre, ici. Il y a aussi des exemples de traînées de gaz H-alpha entre les galaxies de Virgo. Vous voyez, là, c'est plutôt un mélange de pression dynamique et d'interaction de marée. Et on a d'énormes maintenant de surveys de ces galaxies méduses. Et on voit bien que pour les galaxies vues par la tranche, optiquement, vous voyez que le H-alpha est toujours soufflé dans la direction inverse où arrive la galaxie dans l'amas. Et on voit des perturbations relativement importantes. Même lorsque la galaxie arrive dans l'amas par la tranche, il y a des perturbations qui sont relativement fortes. On peut expliquer par là le fait que l'on a dans l'amas de galaxies non seulement des rayons X, mais aussi des tas d'étoiles. Dans certains amas, il y a peut-être même plus d'étoiles entre les galaxies que dans les galaxies. Et ceci est dû au fait que non seulement vous balayez le gaz, et le gaz fait ensuite des étoiles à l'extérieur de la galaxie. Ici, on en voit aussi un grand nombre par la formation de gaz dense. Et un dernier point, c'est qu'on a détecté, et ça c'est un secteur qui est en plein développement, on a détecté des galaxies ultra diffuses
ce qu'on ne voyait pas avant parce qu'on n'avait pas d'instrument assez sensible pour voir la faible brillance de surface. On a détecté dans l'amas de Coma, par exemple, 1000 galaxies ultradiffuses. Alors, ces ultradiffuses, ce sont des galaxies qui ont très peu d'étoiles, mais elles ont une taille qui est la même que la Voie lactée. Donc, ce sont de grosses galaxies, ce n'est pas vraiment des galaxies naines, mais c'est des galaxies relativement grosses, et on pense que ce sont les vestiges de galaxies qui ont été balayées, qui ont très peu d'étoiles à l'intérieur, mais qui ont une taille assez grande. Donc, il se pourrait que ce soit des galaxies qui soient complètement perturbées. Donc, j'en arrive au résumé pour savoir ce qu'on a appris en fait sur les amas. On sait que la plupart des galaxies sont dans des groupes, en tout cas, assez peu dans les amas, moins de 10%, mais les amas sont quand même très intéressants car ils nous font comprendre comment évoluent ces galaxies et pourquoi il y a une ségrégation morphologique. C'est-à-dire que dans les amas, vous n'avez que des elliptiques, des lenticulaires et pas de spirales. Et puis, dans les amas, on les connaît bien grâce avec les masses obtenues avec les vitesses optiques, avec les rayons X ou avec les lentilles gravitationnelles. Et finalement, on sait que l'environnement fait évoluer énormément les galaxies. Balayage du gaz, la ségrégation morphologique, toutes les galaxies rouges, lenticulaires et elliptiques se trouvent au centre des galaxies, et on supprime la formation d'étoiles. Donc je vais m'arrêter là, merci beaucoup.